Notre prochaine table ronde va aborder largement le sujet. Son titre, les ports, ancrage du développement de l'éolien flottant. On va en parler avec nos intervenantes et intervenantes. On va parler avec eux du rôle stratégique des ports dans le développement de l'éolien flottant. On va voir comment faire émerger à partir de ces ports une filière industrielle nationale et territoriale. On en parle avec Corinne Silvestri. Je vous invite à nous rejoindre, madame, du secrétariat général pour l'investissement. Vous êtes conseillère énergie du pôle transition écologique, industrielle et agricole. Vous nous direz comment l'État soutient ce développement des ports à travers le programme France 2030. De nombreux défis attendent les ports dans cette nouvelle vocation maritime. Pour en parler, on accueille Philippe Bion du Grand Port Maritime de Marseille. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur des infrastructures maritimes et de l'ingénierie. On abordera ensemble les défis liés à l'adaptation de votre port pour répondre aux besoins spécifiques de la filière. On parlera des investissements prévus pour soutenir la construction et la maintenance des éoliennes. Et on échangera sur la complémentarité avec le port de Port-la-Nouvelle. Et pour en parler, on accueille son directeur général, le directeur général de la CEMOP Port-la-Nouvelle, c'est Hans Karsten, puisque ces deux grands ports du sud de la France ont vocation à construire 200 éoliennes d'ici à 2040. Donc ils vont travailler ensemble à cette ambition. Vous allez nous présenter, monsieur, les avancées réalisées par Port-la-Nouvelle avec des infrastructures déjà prêtes pour accueillir la production de flotteurs. Et puis, on va parler des opportunités. Elles s'accompagnent de nombreux défis. On va les lister. Ils sont techniques, financiers, environnementaux, humains, bien sûr. On va les exposer ensemble. Cette table ronde est divisée en trois parties. On va d'abord parler du rôle stratégique des ports dans le développement de l'éolien flottant, puis on verra comment faire émerger une filière industrielle territoriale nationale. Et enfin, vous nous direz les défis à relever pour un développement durable et intégré. On commence avec vous, si vous le voulez bien, Corinne Silvestri. Bonjour. Allez-y. Bonjour. Ça marche très bien. Voilà, parfait. On s'entend, c'est formidable. Donc je rappelle que vous êtes conseillère énergie du secrétariat général pour l'investissement. Question toute simple, mais qui va permettre de poser le cadre. Quel est l'enjeu du développement de l'éolien flottant pour les ports français? Alors, peut-être qu'en 3 points. D'abord, merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec vous. Eh bien, on ne fait pas d'éolien flottant sans port. Le port est un maillon essentiel. Les éoliennes posées se posent en mer, se structurent en mer. Les éoliennes flottantes sont au moins intégrées à quai. Un enjeu de transformation porté par les ports, transformation peut-être à 2 niveaux, la décarbonation d'abord, et aussi parce que pour pouvoir accueillir cette activité, il faut adapter leurs infrastructures. Vous avez donné des éléments d'échelle, Tour Eiffel, la taille d'un terrain de football, donc ça a des conséquences sur ces aménagements en termes de longueur de quai, de portance, de tirant d'eau, pour ne prendre que ces exemples-là. Mais aussi, peut-être 3e point, une opportunité économique. La table ronde précédente l'a largement évoqué. Les ports sont le premier maillon d'une chaîne de valeur qui est à construire et qui est à rassembler, et avec un écosystème effectivement qui est à structurer, à impulser. Et en ce sens, les ports sont peut-être parmi les premiers à être confrontés à ces questions, en étant les interlocuteurs des développeurs. Ils doivent effectivement être à l'écoute de ces développeurs pour pouvoir dimensionner leurs projets. C'est un élément essentiel. Bien le dimensionner, ne pas le surdimensionner non plus. Il faut qu'il soit prêt, et qu'il soit prêt dans les temps. On a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui l'existence de fermes pilotes. Le SGPI soutient le développement de ces 3 fermes pilotes en Méditerranée, dont le retour d'expérience est intéressant à prendre pour donner une longueur d'avance à la France sur ces domaines-là. Et c'est cette volonté française de poser la France et tout son écosystème comme leader dans le domaine.
Voilà, peut-être terminer en vous disant que cette activité, c'est une activité effectivement économique dont on parle pour le développement d'énergies renouvelables et que cette activité économique sur le territoire est aussi un élément de contribution à l'acceptation sociétale de ces nouveaux dispositifs imposants qui vont se développer. Merci d'avoir posé le cadre, Corinne Silvestri. On va maintenant échanger avec le représentant des deux ports, Philippe Bion. Donc, je rappelle, vous êtes directeur des infrastructures maritimes et de l'ingénierie au Grand Port maritime de Marseille. Quel est l'enjeu finalement du développement de l'éolien flottant pour les ports, mais les ports précisément de la Méditerranée? Oui, bonjour à tous et puis merci pour cette invitation. Alors l'ambition des ports dans le projet d'éolien flottant, c'est d'être un maillon essentiel, comme ça a été dit tout à l'heure, à la chaîne de déploiement de l'éolien et si possible un maillon pour associer le marché français et européen au développement des besoins du marché français. Alors un maillon important parce qu'on parlait tout à l'heure de gigantisme de ces machines et c'est vrai, 2 terrains de foot pour des flotteurs, une tour Eiffel au-dessus. Mais il faut ajouter aussi la dimension de nombre et la dimension de production industrielle qui va être le défi à relever, puisqu'on répond d'abord à une ambition de l'État français, mais aussi de ce qu'on voit sur le marché en Méditerranée, où il faudra sortir des puissances et donc derrière un nombre d'éoliennes à produire sur un temps donné. Les ports veulent se positionner comme une structure d'accueil par leurs infrastructures, mais au service d'entreprises privées qui viendront s'implanter sur le site et puis construire ou assembler ces éoliennes. Et donc c'est un défi pour les ports parce que c'est aussi un moyen d'accueillir une nouvelle filière qui est porteuse, qui a aussi ses risques, qui a aussi ses incertitudes, on pourra en reparler je pense, mais une filière qui a d'une grosse valeur ajoutée. Et la plus grosse valeur ajoutée, je crois qu'elle est pour répondre aux besoins de l'État d'une part, mais aux besoins des territoires, parce que c'est de l'emploi et c'est de l'économie. Merci. Avec nous, Hans Karsten, donc, qui est le directeur général de la CEMOP Port-la-Nouvelle. On a envie de savoir comment se prépare Port-la-Nouvelle. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Oui, pour Port-la-Nouvelle, c'est une opportunité très, très importante et nous avons travaillé beaucoup déjà. Et donc, nous sommes commencés déjà plusieurs années avec la préparation du site. Donc, au début, nous avons créé 7 hectares et ça a augmenté cette année jusqu'aux 30 hectares qui est prêt pour accueillir les projets. Donc, il y a 3 flotteurs qui sont en construction pour l'instant par Eolmet, qui va être intégré en 2025 et aussi un deuxième projet de FGL qui va être prêt pour intégration aussi en 2025. Donc chez nous, les infrastructures sont prêtes, donc c'est important. Et maintenant, ça donne l'opportunité pour création de l'emploi, pour création de connaissances et d'être capable en avance vis-à-vis les autres pays en Europe pour montrer que les ports français sont prêts et le français est prêt pour gérer tous ces projets. Et c'est une véritable révolution pour les ports. C'est plus du tout la même destination. Exactement. Donc dans l'époque, tout le monde était toujours en train de dire, OK, vous faites combien de tonnage? Pour nous, à Port-la-Nouvelle, on ne parle jamais du tonnage. Nous n'avons pas le voleur, nous n'avons pas besoin de parler de tonnage parce qu'on est vraiment en train d'ajouter de valeur, hein, comme déjà évoqué. Les éoliens ne sont pas les grands volumes, mais ça emporte beaucoup de l'argent et en même temps, ça crée beaucoup plus d'emplois, par exemple, aussi. Philippe Bion, j'ai demandé comment se préparait Port-la-Nouvelle. Comment se prépare le Grand Port maritime de Marseille? Alors le Grand Port maritime de Marseille a déjà engagé des réflexions et la première, ça a été de prendre la décision de geler 80 hectares de foncier sur la zone de fosse qui est en gestion du port, mais aussi d'engager toute une série d'études importantes, soutenues d'ailleurs par l'État au travers d'un financement de l'ADEME, qui nous permet aujourd'hui d'être prêts et d'être au rendez-vous pour les premiers déploiements de champs éoliens français en Méditerranée. Donc ce sera les résultats de là aussi, ce qu'on espère connaître prochainement. Mais ça veut dire qu'on a beaucoup d'investissements à réaliser parce que sur ces 80 hectares, on ambitionne de faire à la fois toutes les chaînes de la filière, c'est-à-dire de la construction de flotteurs,
à l'assemblage de l'éolienne. Et puis sur 80 hectares, on ajoute aussi 45 hectares de stockage à flot, parce qu'on considère que dans la chaîne de production, on aura besoin pour la logistique de pouvoir mettre des éoliennes ou des flotteurs nus ou des éoliennes sur des zones tampons et en gros fiabiliser, sécuriser la chaîne logistique des industriels qui viendront construire ces éoliennes. On comprend bien qu'il y a des enjeux importants de délai de livraison pour les développeurs qui auront des marchés et répondre à des marchés de l'État. Et donc on veut apporter une offre complète, alors par de l'infrastructure en capacité, par de la fiabilité pour avoir des espaces de stockage et des zones tampons, et aussi par des services portuaires qu'on va apporter autour de cette offre d'infrastructure, au travers de services portuaires qu'on a déjà de manière assez importante dans le port de Marseille-Fos. J'entends tous les services maritimes, le remorquage, le lamanage, le pilotage, voilà, qui sont déjà en ordre de marche pour se préparer à accueillir cette nouvelle filière. Donc c'est des aménagements extrêmement importants. Les quais seraient aménagés. Oui, alors j'ai parlé des terre-pleins, mais évidemment il faut un quai, c'est vital et c'est pour ça qu'on est dans un port. Donc 830 mètres de quai possible à faire. Mais tout ça est à la fois gigantesque, mais tout ça est à la fois modulable, parce que tout n'est pas réalisé à ce jour. Et notre objectif, c'est de rester agile et adaptable aux besoins des développeurs qui viendront nous voir demain. On voit bien que là aussi est un petit appel d'offres, un petit marché par rapport à ceux qui sortiront derrière. On sent bien aussi qu'il y a besoin de monter en puissance et en cadence. On a vu sous quel délai il fallait le temps qu'il fallait pour intégrer des fermes pilotes. Il faut qu'on passe à une autre dimension. Donc entre un délai de prototype et un délai d'industriel, il y aura une phase de montée en puissance. Et l'idée, c'est que notre projet puisse à tout moment répondre à ce besoin de capacité. Voilà, on change d'échelle, on l'a très bien compris. On va parler maintenant donc, de cet enjeu industriel, Corinne Silvestri. L'objectif à travers ces aménagements, c'est vraiment de faire émerger une nouvelle filière, une filière industrielle territoriale à partir des ports. Oui, c'est effectivement l'objectif, hein, c'est aménager des ports, mais amener également l'industrie autour de ces ports. Et moi, j'ai envie de vous dire, il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque car il reste encore beaucoup d'incertitudes. Hein. Les développeurs ne sont pas désignés. Les choix que vont faire les développeurs sur la nature du flotteur, par exemple, voilà, sont des éléments qui sont à prendre en considération au moment où on dimensionne des projets. Et c'est la même chose pour les ports que pour les industriels qui doivent faire des paris, d'être prêts dans les temps pour être présents sur ces marchés. Donc au niveau de l'État, au-delà de ce qui a été présenté comme démarche déjà dans la première table ronde sur des initiatives sur le NZIA, sur le C3IV, sur la prise en compte dans des appels d'offres d'un certain nombre d'éléments, nous avons souhaité que des initiatives soient menées au niveau des territoires pour rapprocher d'abord les services de l'État du niveau de central avec les niveaux locaux et également les régions qui sont porteuses de la stratégie, de la compétence économique. Et on a souhaité amener un moment, un temps, un lieu pour que les acteurs se parlent, posent les risques associés et partage la stratégie de développement industriel autour de cette opportunité qui se présente à tous. Voilà. Et on a invité les acteurs à poser les risques, à nous parler de risques pour que chacun à sa place puisse se saisir de ces risques identifiés et essayer de les prendre en compte dans ce qui est à sa main, je vais dire. Voilà. Et je suis ravie du coup aujourd'hui d'entendre parler de comités de suivi territorial ou d'initiatives qui sont les prolongements de cette dynamique collective qui est souhaitée autour de cet enjeu du développement de l'éolien en mer. Merci beaucoup. On va demander maintenant à nos représentants des ports comment ils entrevoient ce défi industriel à partir des ports. Peut-être commencer avec vous, Anne-Carsten. Quels sont les défis que vous identifiez? Non, donc pour nous, nous sommes toujours commencé avec des discussions avec tous les partis qui sont présents. Nous avons parlé avec tous les développeurs, avec tous les acteurs pour préparer quelque chose qui est flexible, mais qui est prêt pour apporter les besoins des clients, donc des futurs clients. En même temps, nous avons besoin de travailler sur l'écosystème autour, parce que ça a besoin de beaucoup de mains. Ce sont de nouvelles industries.
on a besoin de formation des gens. Donc on doit travailler ensemble avec la région Occitanie, chez nous, pour créer cette formation. En même temps, on a besoin du logement, de transportation. Donc ce n'est pas seulement un quai, nous avons besoin d'un quai, on doit vraiment réfléchir qu'est-ce qu'on a besoin autour de cette opération. Et donc ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'efforts et nous sommes en train de préparer tout ça pour être capable de prendre tous les futurs appels d'offres et créer une nouvelle industrie en France qui n'était pas là dans l'époque. Philippe Bion, de votre côté, comment le grand port maritime de Marseille travaille à contribuer à faire émerger cette filière industrielle ? Alors je crois que je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par mon collègue, c'est-à-dire que c'est un projet de telle ampleur qu'aujourd'hui on a besoin vraiment d'un portage collectif parce qu'on n'a pas toutes les compétences et qu'effectivement on a besoin d'avoir les régions à nos côtés pour tout ce qui est développement économique, emploi, capacité à proposer une offre la plus globale possible. On a dans les défis, on peut assez facilement relever celui du défi technique parce que c'est un peu notre cœur de métier, notre ADN. Par contre, c'est un projet considérable en matière d'investissement. Et donc, un des défis, c'est aussi de mobiliser du financement. Alors, c'est un projet auquel on croit et auquel on est attaché parce qu'il y a une grosse valeur ajoutée derrière, et pas uniquement pour les ports, pour l'économie globale. Maintenant, le point de départ, c'est qu'il faut investir massivement dès le départ. Et quelle que soit la taille du premier champ éolien, on a besoin du quai dès le départ, on a besoin des dragages dès le départ. Et ce besoin-là, c'est un vrai défi parce que le projet qu'on a aujourd'hui sur le port de Marseille-Fos, c'est 600 millions d'euros d'investissement qu'il faut porter en 2-3 ans pour des retombées économiques qui arriveront bien plus tard. L'autre défi qu'on a, c'est de dire notre feuille de route, c'est le marché français, mais c'est aussi comment on envisage de l'export. On voit bien qu'il y a un marché sur la Méditerranée, qu'on a un marché captable qui est contraint par des dimensions géométriques et des capacités de transport maritime de ces ouvrages à forte dimension. Pour autant, il y a un marché important qui est à nos portes. Et je crois que ce marché-là, c'est vraiment un développement de l'export. Et au travers de ça, le défi aussi, c'est que si les ports français ont la capacité de permettre la construction et le déploiement des champs, est-ce que derrière, ce n'est pas aussi l'industrie européenne et française qu'on attire vers ces ports ? On sent bien qu'à l'inverse, si les ports français n'étaient pas en mesure de traiter la demande, ça se ferait dans des ports étrangers et probablement que les composants qui alimentent ces machines pourraient aussi venir de l'endroit où elles se construisent. Corinne Sévestri, pour compléter, quels sont les gros défis Alors pour moi, les grands défis pour les ports, c'est d'être à temps, être à temps pour offrir un service aux développeurs et capter les premiers appels d'offres. Il faut être présent dès les premiers appels d'offres. Il faut fournir une offre qui soit cohérente avec le besoin, dans un modèle économique solide qui est à construire. C'est aussi la fiabilité du service. Pour un développeur, ce qui va être essentiel, c'est de pouvoir mener son projet de A à Z, un projet compliqué, parce que c'est la somme d'intégration de petits morceaux qu'apporteront les uns et les autres. Donc la fiabilité du service pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans son calendrier. Voilà, quand on porte une éolienne en mer, qu'on la tracte du quai en mer, il faut être dans des conditions météorologiques particulières. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de points qui nuisent au bon déroulement de ce calendrier. Donc pour nous, il nous semble essentiel, et je l'ai entendu plusieurs fois, cette nécessité de bonne coordination, de bonne complémentarité au niveau des offres, des offres des ports. Je vais même dire de solidarité. Ce sont des choses que j'ai entendues, voilà, pour conforter leurs propositions auprès des développeurs. C'est aussi, on l'a évoqué plusieurs fois, les compétences. Et à ce titre, effectivement, le France 2030 porte un appel à manifestation d'intérêt sur les compétences et métiers d'avenir, sur lesquels plusieurs régions sont venues déposer des dossiers pour être soutenues financièrement. C'est le cas notamment de la façade Méditerranée qui a uni ses forces entre la région Occitanie et région Sud pour déposer un dossier unique qui est en cours d'instruction. On va parler de la complémentarité, mais avant, je voulais faire réagir en Caston sur ce que vient de dire Corinne Sévestri. Elle parle du modèle économique des ports. On voit que l'enjeu, Hans, il est évidemment financier. Il y a un défi financier important pour les ports. Non, c'est tout à fait correct. Hein. Les investissements sont très, très, très grands.
Et pour nous, hein, nous avons fait cet investissement. On doit encore finaliser des petites choses. Mais en même temps, hein, là aussi, il y a un décalage. Donc, ça veut dire que pendant quelques ans, nous avons un outil qui est financé, mais pas utilisé. Donc, c'est à nous de vraiment réfléchir qu'est-ce qu'on fait pendant 7 ans pour trouver quelque chose qui peut substituer à ce moment les flotteurs qui sont la construction du flotteur qui sont en retard. Donc, ça, c'est pour nous un des plus grands problèmes que nous avons à ce moment. OK, nous sommes prêts, mais OK, il y a un décalage de quelques ans. Donc, c'est un vrai sujet pour nous. Oui, Philippe Bion, ce calendrier, ce sujet de la planification, c'est moteur ou pas moteur? Oui, bien sûr, c'est moteur parce qu'il faut être au rendez-vous et on sent bien que dès le premier appel d'offres, il faut être là présent parce que le premier appel d'offres, le premier développeur va quand même marquer le pas et structurer, même si on n'a aucune garantie que les marchés suivants viendront se faire assembler et construire dans le port. Ce sera à nous d'être performants et compétitifs pour rester sur le marché. Nous, la problématique est un peu différente pour la nouvelle parce qu'on n'a pas vraiment démarré, on a bien avancé les études et on est au calendrier. Mais l'enjeu maintenant, c'est celui d'enclencher cette réalisation avec les enjeux financiers. Et là, on se rejoint, qui sont considérables. Mais à côté de ça, on peut se faire peur en disant 600 millions d'investissements, c'est énorme. Mais la part que ça représente sur la chaîne de valeur de la construction d'une éolienne, c'est finalement un faible pourcentage. Et la question qu'on pose et qu'on se pose tous collectivement et qu'on discute avec l'État actuellement et puis même les régions, c'est de dire est-ce que sur le poids que représente l'investissement dans les ports, il faut être à la taille au plus juste. C'est-à-dire vouloir faire des économies sur un investissement portuaire, c'est prendre le risque de rater une partie du marché français ou de ne pas pouvoir y répondre dans les délais. Et à l'inverse, surdimensionner, évidemment que c'est ce qu'il ne faut pas faire pour tout le monde. Parce que derrière, c'est des coûts supplémentaires qui se répercuteront quelque part dans la filière. Donc on a cette vision de dire, à l'échelle des ports, on a une rentabilité économique, on a des investissements, mais on raisonne aussi à l'échelle de la filière en disant, si notre offre est trop coûteuse, on ne sera pas compétitif d'une part, et globalement, c'est la filière qui en paiera les frais, parce que ça se fera ailleurs ou ça ne pourra pas se faire. C'est ce que disait Corinne Silvestri en introduction, hein, trouver le bon dimensionnement. Et ce bon dimensionnement, il passe aussi par la complémentarité entre vos deux ports. C'est la clé. Comment vous y travaillez, Philippe Bion? Alors on a eu plusieurs réunions ensemble, on s'est rapprochés mutuellement, on s'est rencontrés, on a partagé beaucoup sur nos projets, sur la partie technique de nos projets. Et notre feuille de route, c'est quand même la planification du déploiement éolien français, même si on s'intéresse ensuite, comme je le disais tout à l'heure, à celui de l'export. Et on sent bien que le nombre de machines à produire, quand on a une feuille de route de l'État à 2035, 2040 qui nous annonce les puissances qu'on a sur la feuille aujourd'hui, c'est à peu près 200 éoliennes de 18 ou 20 mégas à construire sur une période relativement courte. Et on sent bien que seul, on ne peut pas y aller. Et on a besoin de la capacité des deux ports. Alors d'une part parce que les marchés sont structurés aussi avec des titulaires différents. On a des sites de déploiement d'éoliennes qui sont géographiquement plus près d'un site que l'autre. Et puis on sent bien qu'on peut mutualiser ou se compléter sur la partie technique en termes de moyens, de services portuaires ou de capacité à faire des flotteurs. On a fait le choix de ne pas se spécialiser pour l'instant entre les deux ports. On considère qu'on est en capacité, en tout cas pour Marseille-Fos, de faire du flotteur et de l'intégration. Mais on voit bien que c'est le marché qui nous dira finalement ce qu'on va faire demain. Oui, c'est important de ne pas se spécialiser, en tout cas tout de suite. Oui, tout à fait. C'est en tout cas notre objectif, c'est de dire c'est le marché qui nous dictera de quoi il a besoin. La question, c'est de rester suffisamment agile pour pouvoir se replier sur plutôt une spécialité ou l'autre. Mais au départ, on affiche l'ambition de pouvoir traiter les deux. Hans, c'est la même lecture, évidemment. Non, exactement, je suis tout à fait d'accord. Nous avons besoin de deux ports pour être capables de construire ce montant de flotteurs que nous avons besoin en France à ce moment. Et donc, ce n'est pas possible de faire ça avec un port seul. Et en même temps, je pense que pour les clients aussi, ou les utilisateurs, ils ont besoin d'un petit peu de redondance aussi, dans lequel il y a des choses dans un port, ils peuvent utiliser l'autre. Pareil pour spécialisation, pas besoin à ce moment, ça va être le marché qui décide au fin. Et il y a des projets qui sont proches de Marseille, il y a des projets qui sont proches chez nous. Donc à ce moment, on doit être capable de faire les deux pour être le plus efficace et
c'est important. Merci. Avant de vous inviter à réagir, à poser vos questions, Corinne Silvestri, une dernière question. Là, on parle d'un sujet extrêmement important, c'est la complémentarité. Comment l'État peut accompagner ce travail commun? Alors, ce travail commun, je l'ai illustré un petit peu tout à l'heure. Nous avons pris l'initiative dans le cadre d'une période de préparation à la réponse à un appel à projet lancé par France 2030 qui a vocation à soutenir cet aménagement des ports, à mettre les gens autour de la table pour se parler. Et je crois que voilà, le discours qui a été tenu aujourd'hui vous montre que ces rapprochements voilà, ont été permis et se sont concrétisés. Cet appel à projet, ça a été dit tout à l'heure, est aujourd'hui d'une enveloppe de 190 millions d'euros. Il vise à soutenir les aménagements des ports sur la double façade Atlantique, Manche et Méditerranée. Le 31 janvier, c'est la date butoir de dépôt de dossier. Donc on va dire que les projets ont déjà bien avancé sur leur maturité et quasiment bouclés. Peut-être vous dire également que cet appel à projet n'est pas le seul outil qui a été mis en place par l'État pour soutenir le déploiement de cette filière. Et depuis quelques années, nous avons parlé des fermes pilotes tout à l'heure, mais on est en fait sur toute la ligne de la recherche et développement jusqu'à l'industrialisation. Il y a effectivement de grands défis scientifiques et techniques, de grands défis de connaissances qui sont apportés. Et donc c'est comme ça que France 2030 soutient par exemple France Énergie Marine, OpenSea, les fermes pilotes, j'en ai parlé, mais aussi un ensemble de développeurs sur certaines parties de la chaîne technologique qu'il faut dérisquer et sur lesquels il y a des pas vraiment très importants à réaliser. Je pense aux sous-stations en mer. Pour illustrer le fait aussi qu'il y a une très grande diversité des métiers et des besoins de compétences et donc une place certaine pour les jeunes ou les gens qui ont envie d'aller là-dedans. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'appel à manifestation d'intérêt sur les compétences et métiers d'avenir. Et je terminerai en disant que tout ce travail préparatoire, que ce soit de la chaîne industrielle ou des ports, effectivement, on a essayé aussi de l'accompagner dans un soutien financier aux études préalables qui ont permis aux ports de dimensionner leurs projets, d'anticiper peut-être aussi des dossiers d'autorisation qui seront nécessaires. Et on a fait la même chose aussi sur le volet industriel. On a une dizaine d'initiatives qui sont soutenues justement pour que certains imaginent peut-être mettre en place un outil industriel ou une conversion d'outils industriels. Merci beaucoup. On va vous inviter donc à réagir, à remonter des remarques, poser les questions que vous souhaitez. Donc on a un petit micro qui se balade dans la salle. On va vous demander de lever la main parce que sinon on ne vous verra pas au premier rang. On a donc un monsieur qui souhaite prendre la parole. Je vous invite à vous présenter si vous voulez bien. Monsieur, bonjour à vous. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Bonjour à tous. Du coup, Pierre Mailleux, responsable développement pour deux structures fondées par la Fédération du BTP dans l'Aude et les PO, IBTP 6611 et le GEC BTP. Donc on met à disposition du coup du personnel plus ou moins éloigné de l'emploi, donc qui répondent à des critères d'éligibilité d'insertion. Donc car sur des marchés publics, pour expliquer un peu à tout le monde, certaines entreprises ont des obligations sociales à effectuer. Et donc moi je voulais intervenir sur l'impact du coup de l'emploi local que ça peut avoir un chantier ou l'extension du port. Donc moi je parlerai plus sur Port La Nouvelle, donc, où on a pu mettre à disposition plus d'une centaine de personnes depuis 4 ans et réaliser plus de 150 000 heures d'insertion. Donc c'est pour représenter un peu ce que ça peut produire sur l'emploi local, des chantiers comme celui-ci. Et les entreprises du coup, qui interviennent sur ce chantier-là nous font confiance
donc font confiance au personnel qu'on peut mettre à disposition. On met de la formation en place, on met à disposition aussi par de l'intérim, et les sorties positives sont plutôt positives, puisqu'on est à 90% de personnes qui trouvent un emploi de longue durée par la suite en sortant de notre structure au sein de ces entreprises-là. Donc c'est pour vous montrer que ça marche. Et par la suite, avec là aussi ce qui arrivera aussi également, ça va encore augmenter en plus, et on espère permettre à de plus en plus de personnes de trouver un emploi sur l'Aude. Merci beaucoup pour cet éclairage. C'est un sujet important que nous n'avons pas traité encore. Vous parlez des clauses sociales dans les marchés. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres remarques, d'autres questions sur cet enjeu de développer l'éolien flottant à partir des ports, et donc cette nouvelle destination maritime, on a envie de dire, pour ces ports, et en particulier pour les ports de Port-la-Nouvelle et de Marseille. Alors, je me mets comme si j'étais à l'avant du bateau, hein, parce que là, il y a du contre-jour, pour bien voir si on a des questions qui nous parviennent de la salle. A priori, je ne vois pas de bras se lever. Non, si tel est le cas, je vous propose d'applaudir nos intervenantes et intervenants. Un grand merci Corinne Silvestri, Hans Karsten, Philippe Bion, merci beaucoup et merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette matinée consacrée à l'éolien flottant, une matinée passionnante.